Notre invité du jour de Matin Première est l'un des notaires les plus célèbres de France, Maître Jacques Benamou, bonjour. Bonjour Jean-Marc. À la radio, vous répondez en direct aux auditeurs sur d'autres radios, sur différentes radios, ainsi qu'à la télévision, aux côtés de Julien Courbet. Vous êtes de ceux qui venaient en conseil aux personnes et vous venez de publier le 3e tome d'un livre de 600 pages intitulé « Héritage, patrimoine, succession ». C'est dire à quel point ce paragraphe de notre vie sociale est complexe et changeant. Tout à fait. C'est aux éditions La Martinière, je crois Oui, qu'il faut c'est le vrai. préciser. Oui, tout à fait, aux éditions de La Martinière. Mais oui, vous savez... Pourquoi avoir sorti ce livre ? Eh bien, écoutez, c'est tout simple. D'abord, premièrement, parce qu'en tant que notaire dans mon étude, je constate à quel point chaque jour, les gens sont peu informés, ne connaissent pas leurs droits, ne connaissent pas la loi. Effectivement, on dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais il faut quand même dire que la loi est quelquefois complexe. C'est complexe. Absolument. Est-ce que ça l'est davantage dans ce domaine ? Alors, c'est-à-dire que c'est un domaine où il y a des évolutions permanentes, si vous voulez. L'évolution des mœurs précède l'évolution des lois. Donc souvent, vous voyez par exemple le mariage pour tous, etc., ce sont des mœurs qui ont évolué bien avant d'être codifiées par la loi. Et du coup, ça influence, par exemple, cet exemple que vous donnez du mariage pour tous, a eu des conséquences sur ensuite l'héritage, le patrimoine, la succession. Absolument, pour les gens qui se marient, pour des gens de même sexe. Il y a des règles qui sont là maintenant, mais qui s'appliquent, si vous voulez, les règles du mariage entre personnes hétérosexuelles s'appliquent également pour les personnes qui sont homosexuelles. Quels ont été les autres grands changements, les grandes réformes, on va dire, dans ce domaine de l'héritage et du patrimoine ? Vous savez, il faut savoir que depuis 1804, c'est-à-dire la naissance du Code civil par Napoléon, le Code civil n'avait pas évolué. Il a évolué en 50 ans, les 50 dernières années, beaucoup plus que pendant un siècle et demi. Là, en l'occurrence, et a fortiori depuis une vingtaine d'années. Surtout, ce qui est très important, c'est le conjoint. Dans un couple, le conjoint survivant peut se trouver dans des situations extrêmement difficiles. Lorsque l'un des deux décède, il reste l'autre qui est là, avec des enfants, avec des problèmes matériels, avec des problèmes psychologiques, etc. Donc la protection du conjoint a évolué de façon considérable. Et c'est un domaine dans lequel vous éclairez alors, vos lecteurs et ceux du cabinet également, en leur disant « Faites attention, là il y a un point auquel on ne pense jamais, c'est quand l'un disparaît, ce qui se passe. » Mais justement... Quelle que soit la situation, marié, pacsé ou concubin ? Absolument. Alors, effectivement, le régime est différent selon qu'on soit marié, qu'on soit pacsé, qu'on soit concubin. Pour les concubins, c'est très simple. Napoléon disait, les concubins ignorent la loi ignore les concubins. C'est-à-dire que vous êtes concubin, il n'y a rigoureusement aucun droit l'un pour l'autre. Quand vous êtes marié... Même sur un bien commun. Absolument. Même en ayant acheté un bien commun. On achète un bien à deux par un appartement, on est concubin, on n'est ni marié ni pacsé. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? En cas de décès de l'un, et qui est propriétaire de la moitié de celui qui décède, eh bien, ce sont ses héritiers qui vont venir. Donc le concubin qui est survivant va se trouver en présence d'enfants du concubin décédé, sauf si le concubin qui décède a pris des précautions, a fait un testament. Mais là, il y a 60% de droits de succession, parce qu'il y a une fiscalité très lourde. Oh là là, absolument. 60%. Absolument. Alors, ce qui est assez remarquable dans cette Bible, c'est 600 pages, c'est costaud, mais alors c'est super bien fait. Je tiens à vous le dire. J'aurais pu, au début, alors le sujet m'intéressait parce que je me suis dit, oui, ça concerne tout le monde. Et c'est vrai que tout le monde est à un moment donné confronté, alors que ce soit pour des biens importants ou pas, mais la succession, à un moment donné, on doit y faire face. Ah mais complètement. Et puis il faut penser également lorsque un couple a des enfants, on va prendre le cas le plus simple, le plus classique du couple marié. Bien, en cas de décès de l'un des deux, il faut savoir que maintenant le droit a évolué. Le conjoint survivant peut choisir, si ce sont des enfants du mariage, peut choisir un quart en toute propriété ou bien l'usufruit. L'usufruit, c'est-à-dire la jouissance sa vie durant. Et ça, c'est un droit automatique. Mais c'est un droit qui peut être insuffisant. Donc, il faut améliorer ceci en faisant une donation entre époux, qu'on appelle une donation dernier vivant, devant son notaire. Et là, à ce moment-là, les droits du conjoint sont beaucoup plus importants. Alors, quand vous employez des termes comme ça, on peut se dire, bon, ça y est, on va être noyé.
Et le fait de le voir écrit, avec des exemples, permet de tout de suite se situer et mieux se situer et mieux comprendre tous ces termes d'usufruit, de droit du vivant, etc. Alors, l'usufruit, c'est la jouissance d'un bien sa vie durant. C'est un droit viager, c'est un droit qui colle à la peau de celui qui profite de l'usufruit toute sa vie. Le jour où l'usufruitier décède, l'usufruit s'éteint et, si vous voulez, la toute propriété se divise en usufruit et en nue propriété. Par exemple, un couple va... Le mari, on va dire, par courtoisie, va partir le premier. Mais au moins par courtoisie. Au moins par courtoisie, on va dire ça comme bien ça. Logique. J'accepte. Eh bien, à ce moment-là, il aura fait donation de l'usufruit à son conjoint. Donc les enfants, s'il y a une résidence principale, les enfants ne pourront pas exiger leur droit tout de suite. Le conjoint va vivre, va profiter de cet usufruit sa vie durant. Ça le protège. Complètement. Et au décès du conjoint, les enfants vont récupérer l'intégralité de l'usufruit puisqu'ils sont, comme on dit, nus propriétaires. Ils sont la nue propriété du vivant du conjoint et l'usufruit pour le conjoint, lequel l'usufruit s'éteint et rejoint la nue propriété pour faire la toute propriété. J'ai remarqué, alors pas à travers l'exemple que vous donniez, mais selon les situations, il peut y avoir souvent plusieurs possibilités en fonction de la demande. Enfin, vous évoquez plusieurs choix mais bien possibles. entendu, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choix possibles. Lorsqu'une donation entre époux est faite, le conjoint a la possibilité, le conjoint survivant, celui qui reste, a la possibilité de choisir ou une partie en toute propriété, ou bien une partie en usufruit, ou bien une partie en toute propriété et l'autre en usufruit. Ça a l'air compliqué comme ça quand on l'explique à la radio, mais je vous assure que c'est d'une simplicité biblique, si tant est que la Bible soit simple. C'est autre chose, ça. On va dire ça comme ça. Autre exemple, une succession. Alors, on est sur des conjoints, c'est assez classique, on va dire. Oui, tout à fait. Une femme veut transmettre, pas d'héritier direct, pas d'enfant, veut transmettre son bien, son habitation à ses nièces et neveux. Voilà. Ah ben, elle a parfaitement le droit de le faire. Il faut qu'elle fasse un testament. De toute façon, vous savez que lorsqu'une personne décède sans héritier, et sans conjoint bien sûr, eh bien à ce moment-là, ce sont les neveux et nièces qui interviennent. Donc, en faisant un testament, cela suffit à transmettre. Oui, absolument. Si vous voulez, s'il y a plusieurs héritiers, si la personne décédée a une préférence pour une nièce ou pour un neveu, elle va faire un testament. Le seul problème, c'est que n'oubliez pas, cher ami, que le premier héritier, c'est l'État. Et là, il y a 55% de droits de succession à payer. C'est-à-dire que si une gentille tante donne 1 million ou 500 000, eh bien, l'État va récupérer 55% de droits. Qu'est-ce qui justifie cette taxe de l'État sur des biens? Expliquez-moi, dites-moi, vous en tant que notaire, comment est-ce que vous arrivez à faire admettre cette idée à vos patients, à vos clients? J'adore cette question. Si je pouvais vous répondre, je le ferais. Simplement, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un budget dans l'État. Et puis, bon, ça, ça paraît un petit peu excessif. C'est vraiment excessif. Alors que, vous savez, une personne de son vivant a travaillé, elle a économisé, elle a payé des impôts tout le temps. Et au moment de la transmission, eh bien, l'État récupère 55% du bien. De tante à neveu ou d'oncle à neveu ou nièce. Voyez. Et si c'est les enfants, c'est 46 ? Alors, les enfants, non. Alors, pour les enfants, vous avez un abattement. D'accord. Pour les neveux aussi, vous avez un abattement qui est ridicule. Mais pour les enfants, il y a un abattement de 100 000 € par parent et par enfant. Si vous avez... Par exemple, 3 enfants dans une famille, eh bien, au décès du père, les enfants vont bénéficier d'un abattement. Ils ne vont pas payer de droits de succession jusqu'à hauteur de 100 000 €. Et au-delà, ils vont payer de 5 à 45% en fonction de l'importance du patrimoine. C'est-à-dire que les droits de succession sont des droits progressifs. C'est-à-dire que plus vous touchez, plus vous héritez et plus vous payez. Donc, ça peut aller jusqu'à 45%. Et ça, c'est inévitable. Ah ben ça, c'est la loi. On peut, c'est la loi. Ça fait partie du budget, ça fait partie des nécessités. C'est comme quand vous payez des impôts. Est-ce que vous conseillez, par exemple, à des personnes dans des situations similaires à faire, je ne sais pas, un achat ou faire un viager justement. Ça peut être des solutions, c'est une excellente question que vous me posez. Là, si vous voulez, quand on a un neveu, si on est un peu dans le besoin, qu'on a un appartement, à ce moment-là, on peut faire une vente en rente viagère au neveu, mais il faut impérativement que le neveu, au moment du décès de la tante ou de l'oncle qui était propriétaire,
justifie qu'il a effectivement payé ses rentes, toutes ses rentes, etc. pendant toute la vie du vendeur. Sans cela, l'administration considère que c'est une donation déguisée et elle peut retaxer 55% plus 80% de pénalité sur les 55%. Alors regardez un petit peu ce que ça fait. Hein. Excusez-moi, j'en rigole. Mais il y a de quoi. Il y a de quoi pleurer même. Mais enfin, c'est comme ça. Oui, parce que, en fait, et vous devez le voir régulièrement, il y a des enfants ou neveux et nièces, bref, qui se retrouvent avec un bien et qui finalement ne peuvent pas l'assumer parce que ils sont obligés de le vendre pour payer les droits. Voilà, les droits de succession sont trop importants et c'est impossible. Bien entendu. Ils sont obligés, pour payer les droits, ils sont obligés de vendre le bien. À moins qu'ils aient un patrimoine suffisant. Mais en règle générale, c'est général, assez rare. Ils vendent le bien, ils payent 55% à l'État, il leur reste quand même 45%. Alors, dans un cas comme ça a des chances de voir un jour évoluer cet aspect des choses qui est quand même assez difficile à admettre. Vous avez raison, mais ça ne peut évoluer qu'en pire. C'est-à-dire que 55%, ça pourra qu'augmenter. Vous avez des institutions aujourd'hui, des think tanks, etc., qui disent que l'héritage, c'est absolument amoral. C'est pas possible. On a un bien, au moment où on décède, ça doit aller à l'État. Directement. On parle des concubins. Comment protéger également ces enfants Alors, comment protéger ses enfants ? D'abord, premièrement, on protège le conjoint. Et une fois qu'on a protégé le conjoint, dans la mesure où on peut le faire de son vivant, il faut faire des donations aux enfants. Il faut passer le patrimoine aux enfants avec les avantages fiscaux, c'est-à-dire les 100 000 euros d'abattement fiscal, 100 000 euros d'abattement fiscaux par enfant et par parent. C'est-à-dire que si vous avez 3 enfants, au décès du père, il y a 300 000 euros qui ne seront pas taxés. D'accord. Et au décès de la mère, 300 000. C'est-à-dire qu'imaginons que vous ayez des parents qui laissent un bien qui vaut 600 000. Un gros appartement dans Paris, sympathique. Qui vaut 600 000 euros. Vous savez, ça va vite. Je parle pour Paris. Bon, eh bien, à ce moment-là, si les parents de leur vivant font donation, en gardant l'usufruit, c'est garder la jouissance du bien. C'est-à-dire que quand vous donnez à des enfants, vous n'êtes pas obligé de partir, d'aller à la soupe populaire. Vous gardez l'appartement, vous vivez dedans tranquillement jusqu'à votre décès. Donc il y a des abattements qui peuvent être tout à fait... Il faut prendre ces précautions de son vivant. Et surtout, attention à ne pas mettre de bombes, c'est ce que je dis toujours, à retardement entre les enfants. Vous savez, il y a des fois des parents qui ont une préférence pour l'un des enfants. Ils ont 3, 4 enfants, 2 enfants. Oui. Et parce que c'est le dernier qui a eu plus de mal, on lui donne davantage. Bref, d'accord. Et là, vous dites attention danger. Attention danger. Pourquoi ? Parce que d'abord, quand on veut avantager un enfant, il faut que ce soit au vu et au su de tous les autres, que tout le monde accepte, tout le monde comprenne, etc. Parce que sans cela, au décès des parents, eh bien, il y a des bombes qui explosent. Il y a des jalousies, des vieilles haines recuites, etc. Et donc, ça peut être terrible parce que ça détruit la famille. Héritage, patrimoine, succession aux éditions de La Martinière. Vous évoquez, alors c'est vrai, les cas les plus courants et classiques de protection de conjoints. Tous les cas. Mais vous évoquez également, est-il nécessaire et dans quelles conditions faut-il faire un contrat de mariage, par exemple ? Ah ben justement, c'est très important. Quand vous allez vous marier, imaginons que vous soyez... qu'un couple soit tous les deux salariés, qu'ils envisagent d'être salariés toute la vie, c'est pas la peine de faire un contrat de mariage. D'accord. Ils sont soumis automatiquement au régime de la communauté de biens réduite aux acquits, c'est-à-dire que ils démarrent à zéro, personne, ni l'un ni l'autre. Ils construisent leur vie ensemble. Ils construisent, ils travaillent ensemble. Ce que l'un achète, l'autre en profite également. C'est-à-dire que si on achète un appartement, par exemple, parce que c'est le cas le plus fréquent, en cas de décès de l'un, l'autre a déjà la moitié de cet appartement. D'accord. Vous voyez ? Oui. Donc là, c'est pas nécessaire de faire un contrat de mariage. Par contre, si vous dites, s'il y en a un des deux qui dit, moi je vais faire des affaires, je vais monter un fonds de commerce, je vais créer une société, à ce moment-là, pour éviter des risques financiers, à ce moment-là, on fait un contrat de séparation de biens. C'est-à-dire qu'au départ, on détermine bien l'ensemble des clauses et des conditions du contrat de séparation de biens, de sorte que en cas d'accident, eh bien, le patrimoine de l'un ne soit pas obéré par les dettes de l'autre. Par les dettes de l'autre d'une entreprise qui finalement ne marcherait plus et aurait eu des difficultés. Il y a beaucoup d'autres régimes matrimoniaux, mais là, on prend l'essentiel. D'accord. Vous donnez des conseils également sur les procédures de vente, les promesses de vente. Absolument, tout à fait. Les investissements. Absolument, etc. Tout à fait. Faut-il épargner ou investir ? J'ai vu que c'était une des questions à laquelle également vous tentiez votre analyse sur le sujet.
Absolument. sujet. Alors moi, je vais vous dire, de toute façon, dans la mesure où on peut investir, il faut le faire le plus tôt possible. Parce que vous travaillez un couple qui est marié en communauté, par exemple, bon, des revenus convenables, eh bien, il faut déjà commencer à épargner pour avoir une petite pelote au départ, un petit apport, et puis ensuite acheter avec un crédit. Quand vous voyez les taux d'intérêt des crédits actuels qui sont vraiment autour de 1,5%, ça vaut la peine de s'endetter. Donc, même si on a du cash, gardons-le, empruntons absolument, et payons avec cet emprunt. C'est ce que vous dites. Empruntons, et à partir du moment où vous empruntez, vous achetez un bien, soit pour vous loger vous-même, soit vous pouvez également, si par exemple vous avez déjà un logement que vos parents vous ont donné ou quoi, vous allez faire un investissement, et des investissements avec des avantages fiscaux qui sont très importants. Donc vous achetez, vous empruntez, vous allez acheter un appartement, un studio, vous allez le louer avec les loyers que vous allez toucher, eh bien vous allez rembourser le crédit. De sorte qu'au bout de 15 ans ou 20 ans, vous allez vous trouver propriétaire d'un bien pratiquement sans avoir rien déboursé. Il faut investir le plus tôt possible. Investir, c'est votre mot d'ordre dans la situation d'aujourd'hui. Jacques Benamou, vous êtes notaire honoraire. Oui. Tout à fait, c'est-à-dire que j'ai cédé mon étude après 39 ans de métier, et puis voilà, et donc j'écris, je fais plein de choses. Ce livre. Dernière question sur justement la question de notaire. Qu'est-ce qui peut faire varier une note d'honoraire d'un notaire à un autre ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, parce normalement. Écoutez, c'est la compétence de l'un ou de l'autre, de toute façon. C'est la compétence, le feeling, voilà. Non, simplement, mais les tarifs sont les mêmes. Il y a un tarif qui est imposé, que vous signez à Paris ou en Corrèze ou dans le Midi, c'est exactement pareil. Voilà. Maintenant, il va y avoir quelques modifications avec la loi Macron, c'est-à-dire qu'il va y avoir quelques honoraires qui vont être réaménagés, mais en principe, les frais et droits, parce que n'oubliez pas, quand vous allez chez un notaire, le plus important de la note, c'est la note fiscale. C'est l'État qui récupère. Oui, parce que quand vous achetez un appartement... C'est quoi, c'est de l'ordre de 60, 65, 70%, non ? Non, ça dépend. Quand vous achetez un bien, par exemple, vous allez avoir environ 7 à 8% de droits, un appartement. De frais d'honoraires ? Non. De frais de... Non. Les honoraires sont de 1% maximum. Et donc, par conséquent, quand vous versez... quand on voit les frais de notaire, ce que je voulais dire, sur un bien, frais de notaire, il y a combien ? Ce qu'on appelle improprement les frais de notaire. Imaginons que vous achetiez un bien, vous ayez 10 000 € à payer. Sur les 10 000 €, il y a 1 000 € d'honoraires pour le notaire. Voilà, c'est bien ce que je disais. Donc, c'est 90% pour l'État, en gros. Absolument. Et sur les 1 000 €, le notaire doit payer ses charges, son personnel, etc. Voilà. Merci, Maître Jacques Benamou. Je rappelle que ce livre, d'ailleurs, est vendu au profit de 2 associations caritatives. Dont vous défendez les causes. Oui, l'Institut Gustave Roussy du cancer et également la Fondation Personnage pour les enfants handicapés. Voilà. Et je rappelle que vous êtes également, en plus de vos compétences de notaire et d'auteur et d'écrivain, jazzman. Oui, c'est mon hobby. C'est votre hobby et vous êtes très régulièrement... Au Petit Journal Saint-Michel, chaque deuxième jeudi du mois. Petit Journal Saint-Michel à Paris, 71 boulevard Saint-Michel. Voilà. Alors, vous jouez du saxo. Je suis saxophoniste, avec tout un quartet. Non, on est un octet, nous sommes 8. 8, ça. Oui, musiciens, 7 musiciens et une chanteuse. Et puis, on joue très, très régulièrement depuis des années. Et donc, les gens nous connaissent, ils viennent. On doit jouer le jeudi 13 avril au Petit Journal Saint-Michel. C'est déjà complet. Mais le jeudi 11 mai, nous y serons. Vous passez et il faut venir 71 boulevard Saint-Michel. Avec l'équipe 43 26 28 50. Vous voyez, je fais de la publicité. 01 43 26 28 59. Venez, faites-vous connaître. Voilà. Merci beaucoup, Maître Benamou. Bon courage. Héritage, patrimoine, succession, toutes les questions que vous vous posez. C'est très clairement fait, écrit, expliqué. Il y a un lexique pour se retrouver en fonction des situations. C'est vraiment très bien fait. Bravo, félicitations. C'était aux éditions de La Martinière. Merci à vous. Au revoir.